Merci, bonjour, merci à toutes et à tous, merci beaucoup évidemment à l'AGIC pour cette invitation et merci au SINOP de nous fournir aussi ce cadre très propice pour les débats. Tout d'abord, donc pour cette dernière table ronde, je vais rapidement vous présenter les personnes qui vont intervenir. J'excuse tout d'abord, je vous prie de bien vouloir excuser Cédric Vasseur, qui est formateur et conférencier, et qui n'a pas pu venir ni à vélo, ni à pied, ni par quelque autre moyen de transport, et qui le regrette. Voilà, donc nous avons avec nous ce matin Céline Pâtissier, qui est journaliste de formation, spécialité radio et presse écrite initialement, et qui a rejoint il y a 2 ans maintenant l'entreprise de services numériques Open Studio en tant que responsable éditorial, et qui est donc co-autrice du livre dont nous parlons dans cette dernière table ronde, et qui a fourni donc le titre de cette table ronde. Le professeur également Francisco Chinesta, je vous remercie Francisco, qui est enseignant-chercheur en ingénierie des matériaux, procédés, structures et systèmes, spécialiste en simulation avancée, vous me corrigez si je me trompe, et titulaire de la chaire ESI Group Arts et Métiers, et également médaille d'argent du CNRS 2019. Bravo, félicitations. Et enfin, Arnaud Pachot. Arnaud, vous êtes informaticien de formation et vous finalisez actuellement un doctorat en informatique. Donc, votre thèse porte sur des recherches et applications en intelligence artificielle, en informatique, dont on parlera peut-être également à l'occasion de cette table ronde. Mais vous êtes également entrepreneur, donc chef d'entreprise d'Open Studio, qui est une PME de 110 salariés, une entreprise de services numériques, labellisée numérique responsable, qui fait du développement web sur mesure, mais aussi de l'IA. Et moi-même, je dois dire que je suis directeur de l'agence de Paris d'Open Studio, donc je préfère tout de suite déclarer mes liens avec les parties prenantes ici présentes. Voilà. Comme il se doit. Alors bon, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je préfère dire qui me paye et d'où je parle. Mais ça n'empêche pas que le sujet, le sujet nous passionne et que c'est un débat, donc on va essayer aussi de vous laisser évidemment la parole malgré le temps qui file. Je voulais juste dire 3 mots en introduction. Tout d'abord, vous dire combien cette table ronde s'inscrit dans la continuité, même si l'objet est un petit peu différent, on n'est pas sur un livre blanc, mais vous dire combien cette table ronde, je crois, s'inscrit dans la dynamique des précédentes de ce matin, parce que j'ai l'impression d'avoir ressenti, moi au moins, 2 ou 3 constats qui m'ont vraiment frappé. Tout d'abord, on est vraiment dans ce lieu, et puis dans le travail qui est mené depuis longtemps maintenant avec l'AGIT, l'ADEME, l'INR, etc., ce point précis où la conviction rencontre la connaissance. On a vraiment besoin de mesurer, de documenter, de sourcer pour que le travail de nous tous et de tous en tant que pionniers et convaincus que l'environnement et la réflexion, les questions éthiques doivent primer, doit aussi s'appuyer sur ces éléments documentés, donc sur une connaissance, pour peut-être aller au-delà des éléments parfois contre-intuitifs. Donc voilà, cette rencontre entre la conviction et la connaissance, je pense qu'on la porte aussi à travers qu'elle est portée aussi à travers ce livre. Également, cet aller-retour qu'on a vu entre la vision sectorielle du numérique, le numérique en tant que secteur, en tant que filière, mais aussi le besoin d'interroger une vision politique du numérique, à quels besoins humains on répond à travers le numérique, et c'est dans la globalité de l'impact du numérique. Voilà, il faut aussi rentrer dans le détail pour savoir si on parle du numérique pour la santé, du numérique pour le travail, etc. etc. Donc cet aller-retour entre une vision sectorielle et une vision politique au sens noble du terme, voilà, je crois qu'on l'a vécu à travers les précédentes tables rondes et on va essayer de la poursuivre. Et puis enfin, je rebondis, c'est particulièrement touché par ce qu'on disait ce matin aussi en introduction, passer d'une vision du numérique responsable, qui est presque une vision passive si on devait caricaturer, à une vision de responsabilité du numérique. Et je crois que c'est aussi ce qui nous intéresse à travers cette table ronde, à savoir la responsabilité qu'on a de l'IA. Nous sommes collectivement responsables de l'IA, qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'a fait, donc cette vision active de l'IA, et ça va me servir donc à introduire par une première question la table ronde, et je me tourne tout d'abord vers Arnaud Pachot pour vous demander, Arnaud, comment est venue l'idée
de l'écriture de ce livre. Bon, c'est un petit peu la genèse de ce livre. Qu'est-ce qui vous a interrogé dans cette question IA et environnement et ce qui en a découlé? Voilà. Merci, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de présenter ce travail. Donc effectivement, on a réalisé avec Céline sur une période de 2 ans. C'est un gros travail. Premier livre blanc qu'on avait mis en partage d'ailleurs sur le site de l'Agite. Et puis ensuite cette version éditée chez Luno, donc vraiment qui nous a fait confiance. C'est un vrai plaisir. Alors, comme l'a présenté Renaud, il y a moi 3 ans, en fait, j'ai démarré un doctorat en informatique et en particulier sur les technos d'intelligence artificielle, donc pour les besoins de relocalisation responsable, sujet passionnant d'ailleurs. Et c'est vrai que je pense que ça a été évoqué dans une table ronde précédente, un problème d'alignement. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai travaillé sur les systèmes de recommandation très gourmands en intelligence artificielle, sollicite beaucoup pour gagner des pouillèmes de clics, vous savez, sur les plateformes de streaming bien connues, hein, pour maximiser le taux de clics sur la vidéo suivante. D'ailleurs, ça marche tellement bien que c'est complètement addictif et ça enferme dans des bulles filtrées. Et puis à un moment, on se dit que ces technos, elles peuvent servir aussi à autre chose. Voilà. Donc c'est là où, avec Céline, j'ai proposé qu'on fasse un état des lieux d'une technologie qui finalement n'est pas si récente, on va y revenir, hein, ça date des années 50, mais qui c'est vrai, il est vrai, aujourd'hui, il y a un véritable engouement sur l'intelligence artificielle. Et donc ça peut poser, c'est le moment, c'est le bon timing, en tout cas, pour poser un certain nombre de questions. Donc l'histoire est ancienne sur l'intelligence artificielle, donc date des années 50, avec ce qu'on va appeler des hivers et des étés, enfin des étés plutôt suivis d'hivers, des étés où les gens s'enthousiasment parce qu'on imagine, dans les années 60 par exemple, on va avoir des robots qui vont nous assister, et puis la réalité moderne tempère un peu les choses, les investisseurs s'éloignent un peu de cette intelligence artificielle prometteuse, et c'est ce qu'on appelle des hivers. Actuellement, on est depuis 2012 dans une euphorie totale, dans un été, donc il y a eu le printemps et là c'est l'été. Pourquoi? Parce que le deep learning a permis de surpasser toutes les méthodes habituelles dans la reconnaissance d'images. Mais justement, c'est pas anodin, ce deep learning, par contre, il consomme énormément de données. Donc il est capable du meilleur, mais par contre, il consomme énormément de données. Et donc ces données, si vous voulez, c'est très bien qu'on soit dans le cadre justement de l'Agite et d'une discussion sur le numérique responsable, parce que ça n'est rien d'autre que exactement la même chose que tout ce qui n'est pas fait avec l'intelligence artificielle en développement numérique, mais c'est juste décuplé. Et décuplé, c'est une idée, parce qu'en fait, il y a juste plus de données collectées, il y a juste plus de serveurs, il va y avoir plus d'obsolescence sur les serveurs, il va y avoir plus de consommation, plus de calculs sur les grands moteurs de sémantique qui utilisent beaucoup d'IA, développés par Google, c'est le Transformers. En fait, il y a des évaluations de la consommation, ça a été fait dans un papier scientifique en 2019, il y a des évaluations de la consommation, on commence à avoir des choses qui apprendre des modèles, hein, c'est-à-dire faire en sorte qu'une IA se calibre par rapport à des données, s'échantillonne d'une certaine manière. C'est des consommations qui commencent à être les mêmes que des allers-retours New York, etc., dépendamment évidemment du mix énergétique de l'emploi aussi calculé. Voilà. Donc c'est un sujet important. Mais l'intelligence artificielle, ça détecte aussi des cancers, en fait. Et l'intelligence artificielle, elle est capable aussi, enfin c'est même la seule qui peut faire de l'optimisation sur des problèmes combinatoires. Et l'optimisation, c'est l'optimisation de ressources limitées. Donc on est dans un cas où on ne peut pas balayer non plus cette technologie qui va être la seule qui va nous permettre d'aller chercher, vous savez, l'idée de la longue traîne, vous avez 80% de votre consommation, c'est tout un tas de petits équipements, si on parle de la consommation électrique, et vous avez l'optimisation, donc qui vont devoir être optimisés par des systèmes apprenants, qui vont être capables de faire cette optimisation-là, que ni l'être humain, ni n'importe quelle autre façon programmée n'est pas capable de faire, puisque ce sont des problèmes combinatoires. D'accord ? Donc, il y a ça qui est intéressant, et donc l'optimisation, optimiser les ressources, optimiser l'irrigation d'un champ, par exemple, d'accord, les consommations électriques, donc voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc, la raison de ce livre, c'est aujourd'hui, d'accord, faire un état des lieux, parce que, en même temps, nous, on a rencontré dans ce livre, et on a rencontré des gens qui étaient passionnés par l'intelligence artificielle, qui faisaient des choses bien pour l'environnement. Et donc,
c'est vraiment intéressant, d'une certaine manière, c'est inspirant, d'accord, quand on a des problématiques, de pouvoir voir ce que les autres ont imaginé, ont finalisé ou sont en train de mettre en œuvre pour mieux comprendre la biodiversité, mieux comprendre un certain nombre de choses. Voilà. Merci Arnaud, on m'entend toujours, oui. Alors quand on est justement dans à la fois dans ce dilemme, cette euphorie, cet enthousiasme pour les solutions, mais aussi cette prise de conscience initiale sur la consommation et les impacts de l'intelligence artificielle, et qu'on commence à rentrer dans le sujet, comment on fait, je me tourne vers Céline Pâtissier, en rédigeant un livre, pour essayer de se donner une méthode, un fil conducteur pour distinguer à la fois le bon grain de livret d'une part, et puis peut-être aussi mettre en exergue voilà, l'ensemble des paramètres de la question. Alors en effet, bonjour à tous. Donc, moi je suis ni scientifique ni data scientist, donc comme l'a rappelé Renaud, je suis journaliste, donc j'ai entamé le projet comme une journaliste, tout simplement en documentant énormément au départ pour bien connaître le sujet. Et j'ai commencé d'abord par l'aspect nuisance. J'avais besoin de connaître tous les enjeux du numérique responsable, en tout cas de la responsabilité numérique désormais, pour ensuite avoir l'esprit critique qui me permette de déterminer si les solutions qui mettent en jeu de l'intelligence artificielle sont réellement, ne sont pas de la poudre aux yeux déjà, parce qu'il y en a beaucoup aussi dans ce secteur, il y a beaucoup d'effets d'annonce. Donc déjà, d'avoir cette connaissance du sujet et d'avoir aussi de pouvoir comprendre quels étaient les impacts négatifs de l'intelligence artificielle et du numérique sur l'environnement, ça m'a permis, moi, derrière, après, de chercher des solutions. Parce qu'une fois qu'on a identifié les problématiques, le but, c'est quand même de trouver des solutions. Et pas seulement pour résoudre les problèmes engendrés par le numérique, mais aussi surtout pour résoudre les problématiques environnementales, parce qu'elles sont multidimensionnelles et elles sont nombreuses. Et ça serait quand même dommage de se priver d'un outil aussi puissant que l'intelligence artificielle, qui peut nous permettre de répondre à l'urgence, parce que l'urgence, elle est là, on voit, on l'a vu cet été encore avec la sécheresse en France et les incendies, mais encore plus urgent, au Bangladesh, des gens qui se retrouvent sans territoire. Donc les effets, ils sont là. Comment on y répond et grâce à l'intelligence artificielle, entre autres, on n'est pas là pour dire que l'intelligence artificielle va résoudre tous nos problèmes, mais c'est un outil puissant qui peut nous permettre, en tout cas, d'en résoudre un certain nombre et qui sont complexes. Merci Céline. Dans le livre, vous avez découpé ensuite en un certain nombre de sujets politiques, en tout cas de la vie, des besoins sociaux et des problématiques auxquelles nous sommes confrontés en tant que communauté humaine et qu'on essaye de gérer. Et notamment, vous évoquez la question, alors plusieurs sujets, mais je profiterai de la présence de Francisco Ginesta pour justement me tourner vers vous, puisque vous travaillez sur un projet qui est très abondamment, très souvent cité et que vous allez nous présenter, le projet Descartes, et qui a vocation à traiter ce qu'on appelle les problématiques des systèmes urbains critiques, et donc qui sont l'ensemble des problématiques spécifiques aux villes, voire aux très grandes villes, aux mégapoles. Donc on sait combien elles comptent au regard du nombre d'humains qui y vivent et des impacts qu'elles génèrent. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le projet et justement peut-être essayer d'adresser un petit peu ces types de sujets auxquels vous pouvez répondre? Avec plaisir. Donc bonjour à tout le monde. Désolé par mon accent, il ne peut pas faire mieux. Donc effectivement, il s'avère qu'on a vécu déjà 4 révolutions industrielles. La première est venue avec la vapeur, la deuxième avec l'électricité, la troisième avec l'électronique. La quatrième, on l'appelle l'industrie 4.0 parce que c'était la donnée, l'intelligence artificielle. Moi, je suis convaincu, avec beaucoup d'autres, que la prochaine révolution ne sera pas industrielle, la prochaine, ce sera la révolution de la ville, des territoires, de la nation.
simplement parce qu'il faudrait, jusqu'à présent c'était la technologie pour la technologie, ça c'est l'industrie, on peut peupler tous des robots et finalement ça va plutôt bien se passer. Mais la ville c'est différent, parce qu'effectivement c'est mettre la technologie autour de l'humain et pas l'humain noyé dans la technologie. Donc qu'est-ce que là l'intelligence artificielle, il a quelque chose à dire. Arnaud tu avait dit qu'on était dans l'été, je dirais on est dans la canicule. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de technologies. Aujourd'hui, faire que toutes ces technologies arrivent dans la ville c'est un grand système. La nation, c'est encore plus grand, mais c'est un système complexe. Et ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que l'intelligence artificielle à utiliser ne peut pas être supportée par la big data. La donnée est très chère et il pollue beaucoup. Elle doit être responsable, dans ce sens. Je dirais, elle doit être frugale, elle doit être éthique. Si vous sortez de la salle de bain à poil et il y a dans les balcons un drone qui vous regarde, ça c'est pas confortable. Donc à un moment donné, il faut parler des choses qui ne concernent pas la technologie. Aujourd'hui, les drones ne volent pas à cause des questions techniques, ils sont prêts. Aujourd'hui, c'est des questions sociétales, des questions éthiques qu'il faut adresser, et ça ne peut pas se faire seulement, on va dire, avec des ingénieurs, des informaticiens ou des scientifiques. Aujourd'hui, c'est un débat où je dirais toute la population et tous les domaines sont invités. Dans le cas de Descartes, c'est un projet porté par le CNRS, ou dans le cadre des ANUB du CNRS à Singapour, un bon endroit pour l'innovation, on a fait une demande de créer un projet autour de l'intelligence artificielle hybride. Et quand je dis hybride, ça veut dire frugal. Nous, on veut réduire énormément l'utilisation de la donnée. La donnée est extrêmement chère. La transférer, vous avez parlé de combien ça coûte une heure des vidéos. Et transférer toutes les informations qu'il peut y avoir dans une ville à un directeur d'orchestre, c'est absolument ridicule. Et donc, il faut amener aujourd'hui la décision, on va dire, dans les H, les capteurs, mesurent, prennent la décision, et seulement en cas que la donnée est pertinente, on va la transmettre pour essayer d'extraire de l'information. Mais donc, il faut changer le paradigme. Big Data, c'est bien pour Google. Je dirais que dans le monde de l'ingénierie, c'est plutôt le Smart Data qui doit privilégier. Et pour cela, si je vous le raconte rapidement, je raconte toujours à mes étudiants, si un extraterrestre arrive à Paris et on lui a dit qu'il faut qu'elle fasse une étude sur la température de Paris, comme il ne connaît rien, il va acheter 1 million de capteurs, 1 million de thermomètres, il va placer 1000 dans chaque rue, et comme il ne sait pas rien de la température de la Terre, il va mesurer toute la température tous les millisecondes. Mon Dieu, imaginez dans la journée. Tous les millisecondes, une température avec 1 million de capteurs. Si vous demandez ça à quelqu'un de la salle, qui vous avez une certaine connaissance, c'est la connaissance de la physique, et même si vous pensez que vous n'êtes pas scientifique, comme il nous disait, quand même tu connais, je dirais, écoutez, la température ne va pas changer beaucoup d'une rue à la voisine, prenez un thermomètre, et finalement mesurez la température le matin, midi, l'après-midi et le soir. Un thermomètre, 4 mesures, c'est suffisant. Pourquoi? Parce que vous connaissez quelque chose sur le système. Et si vous connaissez quelque chose pour le système, pourquoi vouloir tout faire avec la donnée d'intelligence artificielle? Et c'est bien connu. Et le trait artificiel, mais ce n'est pas encore intelligence. Donc, essayons simplement d'allier le monde de la connaissance avec le monde de la donnée pour prendre le meilleur de chacun. Et avec ça, on va dire qu'on arrive à quelque chose qui est beaucoup plus responsable. J'ai dit à mes étudiants, si vous mettez 1 million de capteurs dans un pont pour savoir qu'est-ce qui va arriver dans les ponts, votre problème, ce n'est pas les ponts, votre problème, c'est les capteurs. Donc, ça veut dire finalement essayer de mélanger ces deux paradigmes. La connaissance, quand même, on a des siècles. On est parti à la Lune, vous vous souvenez, Apollo. On est revenu. On n'avait pas de données, on n'était jamais allé. Donc, les données, quand même, ou les modèles, quand même, ils sont là, la connaissance est là, et utilisons la donnée, effectivement, pour enrichir la connaissance. Utilisons la connaissance pour conduire la collecte des données. Et ça s'appelle l'intelligence hybride. À Singapour, le projet de cas, c'est 35 millions d'euros pour faire ça. Et 250 chercheurs, pendant 5 ans, et effectivement, c'est la grande opportunité pour dire qu'on essaye, avec des philosophes, des légistes, des ergonomes,
des gens du droit, des computer science, d'ingénieurs, des industriels. On essaie de voir tout ce qu'il faut mettre pour finalement, dans le cas d'une ville, faire quelque chose qui soit, comme je disais, frugal, responsable et surtout éthique. Et je ne savais pas ce que je voulais dire, mais bon, il y a pas vraiment. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Alors tout de suite, comme je sais que le temps file, moi je veux vraiment qu'on puisse garder les questions de la salle. Donc je vais peut-être très rapidement rebondir, mais tout de suite après, je vous laisserai la parole. Hein. Donc, je me tourne à la fois vers Romuald, qui est le passeur de micro, parce que je mettrai à contribution, et puis ça vous permet de fournir vos questions. Cette question et là je me tourne vers vous trois, quelque part, de la question à la fois de la consommation énergétique ou de l'empreinte globale environnementale de l'intelligence artificielle et du rapport avec, de la mise en rapport avec les bénéfices sociaux, politiques, voilà, de la résolution des problèmes qu'on peut y trouver. Est-ce qu'elle est finalement est-ce qu'elle n'a pas toujours été l'enjeu des premières personnes qui se sont intéressées à l'intelligence artificielle et des besoins auxquels on répondait? Donc ma question derrière ça, c'est que est-ce que les fantasmes, l'hypertrophie de l'intelligence artificielle, elle n'est pas venue aussi de fantasmes d'acteurs très puissants de ce que ça pourrait générer comme type de profit ou de nouveaux usages, plutôt que de la réalité de la recherche ou des premiers acteurs de terrain. Je pense à certains exemples que vous citez dans le livre qui sont extrêmement pragmatiques et qui répondent déjà à des premiers besoins. Vous avez aussi cité comment, quand on fait de la recherche, on s'intéresse à une IA hybride et avec plusieurs compétences autour de nous. Et j'ai l'impression d'une sorte de dichotomie entre un fantasme de ce à quoi l'IA pourrait répondre dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, et qui semble là être extrêmement bloquant et nécessiter de plus en plus d'empreinte environnementale, et la réalité de projets qui ont démontré qu'il y a des apports et qui, eux, intègrent aussi une dimension, en tout cas de sobriété, en tout cas de juste mesure d'usage entre la ressource qui n'est jamais illimitée et le besoin. Je ne sais pas si vous voulez décrire quelques exemples ou rebondir sur cette question-là ici. Alors, certainement, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que l'important ici, c'est quand on va mettre en œuvre une solution qui met en jeu l'IA, c'est de calculer l'effet rebond. Est-ce que ma solution ne va pas être pire que le problème que je veux résoudre? Et ça, c'est la base, en fait, je pense, et c'est ce qui ressort de tous les témoignages que j'ai pu recueillir, parce que le livre est surtout fait de ça, ce que je voulais rappeler aussi. On est là à We Do Green IT, et c'est ça, c'est que des doueurs en fait, qui sont dans ce livre, qui proposent des solutions concrètes et qui ont à cœur de vérifier et de mesurer. Aujourd'hui, c'est possible de mesurer si leur solution ne va pas être plus génératrice de problèmes qu'elle ne va en résoudre. Donc aujourd'hui, ce qui ressort aussi, c'est que l'IA, on l'utilise parce qu'il n'y a pas de choix. C'est pas la première, c'est pas ce qu'on va, s'il y a des solutions low-tech, on va les prendre. Mais, comme je le disais tout à l'heure, face à l'urgence, l'IA, ça permet d'aller 20 fois plus vite et de résoudre des problèmes plus complexes. Et pour illustrer ça, j'ai un exemple qui est dans le livre, c'est un étudiant qui s'appelle Félix Michaud, que j'ai interviewé et qui est parti au MIT aux États-Unis il travaille dans la bioacoustique. Et il est parti en fait étudier là-bas une ancienne friche industrielle qui a été complètement laissée à l'abandon et où la biodiversité est revenue, en fait, la nature a repris ses droits. Et donc l'idée là-bas, c'était d'écouter en fait quels animaux étaient revenus et comment derrière on pourra favoriser la réhabilitation d'autres friches industrielles. Et donc c'était des milliers d'heures d'écoute. Et un petit cerveau humain ne sera pas capable rapidement de pouvoir distinguer quels sont les animaux qui sont revenus sur le site. Et donc là, en fait, par la force des choses, ce qu'il a fait, il a dû, lui, se mettre à utiliser des outils d'intelligence artificielle.
Alors, oui, oui, tu as parlé de l'effet rebond, et c'est vrai, le problème c'est que quand on parle d'IA plus efficiente, et finalement le modèle qui nous inspire, quelque part, c'est notre cerveau, notre propre cerveau, avec une consommation qui est très réduite, peut-être une vingtaine de watts, capable de faire. C'est la même chose que cherche à atteindre l'équipe de chercheurs sur ce beau projet. Le problème, c'est que quand on est par exemple en mobilité ou sur la problématique soit du smartphone, soit de l'IoT, en fait, vous avez beaucoup de chercheurs qui travaillent, enfin d'équipes techniques de chercheurs, d'ingénieurs qui travaillent à l'optimisation de l'efficience énergétique, d'accord, des algorithmes d'intelligence artificielle. Mais la raison, c'est pour augmenter l'autonomie, si vous voulez, des terminaux. Et en fait, ce qui se passe, l'effet rebond, c'est que c'est comme avec notre téléphone, et c'est invariant, on va dire qu'il faut que n'importe quel téléphone tienne 24 heures, on va dire, si une application est trop gourmande, en fait, elle sera désinstallée. En fait, les améliorations et les optimisations, souvent, permettent d'ajouter de la fonctionnalité. Et en fait, au final, on n'a pas une baisse globale, voilà, des consommations. C'est des problèmes qui ne sont pas spécifiques à l'intelligence artificielle, qui sont partagés avec, on va dire, de manière générale sur le numérique responsable. J'ai une question qui me lève, c'est est-ce que finalement IA, ça veut vraiment dire intelligence artificielle? C'est une bonne définition? Je l'avais dit, c'est artificiel. Ouais. C'est artificiel. Là, il vient là. Mais le I. L'AI, il nous manque encore beaucoup de choses. C'est l'intuition, la créativité, tout ça, je dirais. Ça va arriver, bien entendu. Hein. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore là. Aujourd'hui, si je résume qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle, on peut faire un test avec Céline, qui est journaliste, mais elle n'est pas scientifique. Imaginons qu'on dit à Céline, au temps 1, il y a quelque chose qui vaut 1. Au temps 2, ça vaut 2. Au temps 3, ça vaut 3. Céline, au temps 4, qu'est-ce qu'elle dit à temps 4. Céline vient de faire l'intelligence artificielle. Elle l'a fait toute seule parce que je lui avais dit quelque chose qui était très linéaire. Ça s'appelle une régression linéaire. Le machine learning, c'est la science de la régression. Si j'ai fait un peu plus compliqué, on a des solutions. On téléphone Céline ou on demande un ordinateur. Mais voilà. Après, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant quand Céline a fait bien le travail, on pourrait lui poser la question, est-ce que tu as compris pourquoi c'est 4? Et Céline, certainement, elle va dire, écoute, non, je ne sais pas expliquer ça. Et ça, c'est un des problèmes de l'intelligence artificielle aujourd'hui, l'explicabilité, que c'est un des grands sujets avec la frugalité qui est aujourd'hui à la mode. Donc, effectivement, c'est un peu, c'est générique, c'est agnostique, c'est facile à implémenter, c'est la science de tracer des lignes ou des courbes ou des fonctions. Quand est-ce qu'on l'applique? Moi, personnellement, je l'applique ou quand je vais aller vite, comme a dit Céline, ou quand je n'ai pas de modèle. Parce que quand c'est un problème de mécanique des solides, il y a des modèles. C'est des siècles de sciences qui nous ont donné un modèle prédictif, un modèle explicable. Mais si demain je vais mis à faire des choses dans le domaine du marketing, de la psychologie, si je me mis dans le domaine de la psychologie ou du marketing, effectivement là, il n'y a pas beaucoup de modèles mathématiques. Et quand il n'y a pas de modèles mathématiques, la meilleure des choses que je peux faire, c'est collecter des données et tracer une courbe qui me permet de prédire, même si je ne comprends rien. Mais bon, est-ce qu'il faut comprendre pour faire de l'ingénierie? Tu voulais un petit temps d'échange peut-être? Voilà, donc je vais faire le passage, n'hésitez pas à lever la main. Est-ce que... pas de question. C'est toujours la première qui est plus dure à lancer. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Chandima et moi, donc, je comprends ce que vous dites. En gros, c'est pas la technologie, les innovations qui sont en cause, mais ce qu'on peut en faire, nous. Donc savoir si ça va être une alliance ou une nuisance, c'est vraiment comment on va orienter l'utilisation de ces technologies. Et moi, la question que je me pose, c'est à quand réglementation, des lois, un comité d'éthique sur ce qu'on va faire de toutes ces technologies, ce qu'on peut faire, et, on parle d'environnement, de comment. Est-ce qu'on va arriver un jour à un
disant, en projetant une intelligence artificielle européenne pour demain. Et l'idée, c'est de réglementer pour créer un avantage compétitif aussi, c'est-à-dire de jouer à deux niveaux, c'est-à-dire de travailler, donc on parle d'éthique, l'explicabilité, la transparence des données, puis la dimension environnementale, on parle aussi des data centers d'ailleurs. Et l'idée, c'est dans la guerre historique entre les États-Unis et les Chinois, hein, vous savez que les États-Unis étaient très en avance en intelligence artificielle, les Chinois sont revenus très forts pour une question de fierté et aussi parce que sur le jeu de mots, en fait, ça leur a, en fait, c'est là qu'ils ont compris le potentiel. Et aujourd'hui, quand vous allez dans des conférences, c'est vrai que vous avez deux grandes nationalités hein, qui se présentent. Et les Européens ne sont pas très présents. Franchement, moi en 313 et quand même pas mal de conférences, on a croisé beaucoup de Français, quelques Italiens, quelques Allemands. Donc l'idée c'est de tirer profit, on va dire, de ces problématiques-là. C'est l'esprit RGPD aussi, c'est de créer une barrière pour les pays européens, une barrière à l'entrée pour les pays qui ne sont pas européens, justement pour promouvoir une intelligence. Donc je ramène au rapport Villani, hein, j'en fais pas la publicité, mais c'est vrai qu'il est bien écrit, vraiment. Et c'est vrai qu'il se projette dans le futur et il donne une voix différenciante pour l'Europe, justement, sur ces questions éthiques. Et intéressante pour l'économie et l'entrepreneuriat également. C'est-à-dire que dès lors qu'il y aura effectivement des contrôles, des normalisations sur l'éthique dans l'intelligence artificielle et sur les consommations énergétiques et les impacts environnementaux, vont pouvoir émerger un écosystème européen de start-up, etc., qui vont travailler dès lors que ce sera dans les appels d'offres requis. Mais ça progresse. Voilà. Simplement pour dire que Cédric Villani, c'est le président de mon comité scientifique. Et ça fait l'alliance entre écologie, environnement et intelligence artificielle. Et justement, je rebondis, cette vision entre une vision européenne, enfin telle qu'elle est en tout cas promue là, par le rapport Villani, quand on travaille à Singapour et que le projet est porté là-bas, est-ce qu'il y a des tensions entre différentes visions, alors pas au sein des enseignants qui travaillent, des chercheurs, mais avec aussi peut-être d'autres startups ou un autre modèle concurrent qui essaye d'aller peut-être plus vite pour répondre à certaines des problématiques de la ville indé. Pas vraiment, parce que je dirais la science, quand on est dans le monde de la recherche, c'est relativement universel, international ou mondial. Donc là, il n'y a pas de tension, on comprend bien que c'est une alliance, ce qu'on fait c'est pour Singapour, c'est qui paye. Et pour la France, et effectivement, je dirais que, en plus avec qui on travaille là-bas, c'est qui est surprenant que Singapour c'est une ville, c'est un ville-pays, et il y a quand même 4000 industriels français. Donc quand on est là-bas, on travaille avec beaucoup de Français. Une autre question. Merci beaucoup pour toutes ces remarques et ces réflexions autour de l'intelligence artificielle. Je rebondis sur votre remarque, Francisco, concernant le fait qu'effectivement une intelligence artificielle, par définition, on ne peut pas la prédire et on ne peut pas savoir quel résultat elle va donner, sinon elle ne servira à rien. Et du coup, je me dis, puisqu'on ne peut pas savoir le résultat et on ne peut pas expliquer, est-ce que le pendant, ça ne devrait pas être qu'elle est obligatoirement et nécessairement en source ouverte? Je ne parle pas des données, bien sûr, mais de l'algorithme, pour compenser ce point-là. Oui, probablement l'algorithme. Oui, il y a beaucoup de technologies pour essayer d'expliquer ce qu'un algorithme d'intelligence artificielle prédit. Donc l'explicabilité, je dirais, c'est des sujets à la mode. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement l'algorithme. Moi, j'ai dit toujours, l'algorithme, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qui va créer, comme a fait Céline, une fonction. Ce qui est très compliqué, c'est lui donner la bonne donnée. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que fait une voiture, et vous lui donnez tous les données quand il est dans l'autoroute au Texas et il fait 1000 km, il ne croise jamais en voiture, il va apprendre. Mais il va apprendre à rouler dans les autoroutes en Texas. Si maintenant vous le mettez dans la place de l'Étoile ou à Beijing, il va voir mal. Et donc finalement, je dirais que tous les problèmes, c'est l'intelligence artificielle de caricature, c'est la science du congélateur. Vous décongélez ce que vous savez congeler. Il n'y a pas de miracle. Vous ne pouvez pas congeler des pâtes et décongeler de la truffe.
Donc ça veut dire qu'il va vous dire là où vous l'avez entraîné. Vous lui avez montré des choses. Si vous lui demandez une question autour des choses qu'il a appris, il va vous répondre. Moi, si tu me poses une question en espagnol, je vais te répondre. Mais si tu me la poses en chinois, je ne répondrai pas. Donc ça veut dire finalement que l'intelligence artificielle, ce n'est pas tellement l'algorithme, c'est aujourd'hui la question de combien de données il faut donner. Quelle est la quantité de données pour avoir une fiabilité? Et attention, l'extrapolation est très dangereuse. Si j'apprends avec des données et je m'en vais très loin, il y a des grands risques de me tromper. Donc je dirais l'algorithme, ce n'est pas tellement le problème. Le problème, c'est quelles données on va lui donner à manger pour créer les données. Vous vous souvenez d'un cas, je ne sais pas si c'était Microsoft ou c'était quoi, on avait connecté un ordinateur sur les réseaux pour qu'il apprenne, et 24 heures plus tard, il a dit il faut brûler les juifs et les femmes, il faut les laisser à la maison, ou quelque chose comme ça. Donc on l'a débranché immédiatement. Et simplement parce qu'en fonction de là où il trouve la donnée, il va créer un modèle ou il va créer une autre. Merci. Avant que donc pour ma question, ça me fait penser à une phrase dans le livre de Jean-Gabriel Ganassia sur l'IA qui disait « Il ne faut pas que la peur masque le danger et où à trop s'intéresser à la singularité ou à certains avantages. » Ces bouquins, tout le monde devrait les lire. Voilà. Ces bouquins de... comment ça s'appelle? Jean-Gabriel Ganassia. Oui, mais les mythes de la singularité. Les mythes de la singularité, il faut les lire. Il faut les lire. C'est vrai que... voilà. Mais cela étant... Voilà, et celle de Céline aussi. Hein. Bien sûr. Mais comme vous le disiez, donc si je comprends bien par rapport à la question précédente, ça reporte de toute façon aussi le problème. Est-ce que les données qu'on a données en entrée sont ouvertes et connues ou pas? Parce que si elles comportent des biais, enfin en tout cas elles introduisent des biais, et voilà. Ce que dit très bien Jean-Gabriel Ganassia dans son livre. Je vous en prie. En fait, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Je suis bien d'accord avec les Chinois, globalement sur la société, les Américains. Les Européens, on peut se poser la question. Enfin, il y a d'abord des sensibilités différentes. En Hongrie, il y a une sensibilité différente qui est début. On sait pas, on voit bien qu'il y a des sensibilités différentes. L'Allemagne qui fait des achats américains. Là aussi, je ne sais pas. En question, on peut dire vraiment qu'un Européen, si on ne pourrait pas dire d'abord qu'on s'entend avec le français. Oui, c'est une bonne question. Alors, c'est un peu dans notre culture de pensée européen, mais effectivement, l'idée c'est de présenter en tout cas en réponse à cette interrogation et vraiment ce questionnement. Oui, il y a un autre modèle qui est proposé, voilà, qui est celui-là. Maintenant, vous avez raison, il y a des diversités de points de vue qui font que peut-être la mise en œuvre ne sera pas facile, mais sur les données, par exemple, il y a une uniformisation qui s'est quand même imposée. Donc on ne dit pas que c'est simple, on dit que c'est un modèle qui peut effectivement être, s'il y a une adhésion, qui peut proposer quelque chose d'assez vertueux pour l'Europe. Voilà. Et oui, en l'occurrence, Cédric Ganini, quand il a fait ça, lui, il était en poste en France. Mais bon, c'était par rapport à la question française, initialement. Et c'est vrai que dans son ouvrage, il continue la pensée sur l'idée d'une Europe. Voilà. On peut se la poser pour la France. Ah, on me dit qu'on aura une nouvelle question. Donc, est-ce que quelqu'un peut me poser une question? Moi, j'ai remarqué que ce colonne 2, ils viennent vous présenter un livre, pareil, de la lire. Il y en a beaucoup d'autres en référence. Ouais. Voilà, c'est un début. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Ben, écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi je les ai trouvés excellents aussi, je crois qu'on peut les applaudir. Donc, intelligence artificielle et environnement, alliance ou nuisance. Est-ce que c'est pas alliance et nuisance? C'est ce que j'en retire un petit peu de notre discussion. Je vous remercie vraiment de... La question reste ouverte. Hein. On Voilà. n'a pas précisé si c'était un boulet, si c'était un... D'accord. Donc voilà, on vous remercie vraiment tous d'être venus, d'être restés jusqu'au bout, mais je crois que ça valait vraiment le coup quand on voit la pertinence de notre dernière table ronde. On est monté crescendo, je dis pas ça parce que j'étais juste après celui précédent. Un grand merci. On va, quand le traiteur va arriver, il est en train d'arriver, nous dit-on.
pouvoir partager un verre et puis un déjeuner ensemble. Et puis c'est surtout l'occasion d'échanger entre nous. C'est ça la Londres United, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait en distanciel, on le fait en présentiel pour avoir de vrais contacts. Pensez à relaisser vos badges, on les recycle. Et encore merci à vous, je pense qu'on peut tous applaudir pour votre présence et votre intérêt à notre sujet.